Merci beaucoup. Donc maintenant, nous allons aller à Addis Abeba, donc avec Jean-Renaud Boisserie. Donc Jean-Renaud, tu nous entends ? Oui, je vous entends très bien. Parfait. Ben c'est à vous. Merci beaucoup en tous les cas. On refera des remerciements à la fin, mais c'est un honneur pour nous dans la salle de pouvoir être avec vous à Addis Abeba. C'est un vrai plaisir pour nous également. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis Jean-Renaud Boisserie, paléontologue, directeur de recherche au CNRS et affecté au Centre français des études éthiopiennes. Je suis avec vous aujourd'hui avec Marc Gauloy, qui est postdoctorante à l'université de Harvard et qui tient la caméra, donc que vous ne verrez peut-être pas. Et puis avec un collègue éthiopien qui va se présenter. Please, Adminia, can you introduce yourself? Thank you so much for giving me the opportunity. My name is Adminia. I am a prehistoric curator and researcher at AHA. So now we can invite everyone who are participating in this conference meeting. We will go to inside to see the hominin fossils of Lucy and other related hominins. Donc je vais traduire les interventions d'Adminia en français. Donc il est conservateur en préhistoire ici au sein de cette institution et il va nous guider aujourd'hui dans les entrailles de l'Ethiopian Heritage Authority. Mais peut-être d'abord il va nous dire un petit mot pour présenter son institution. Maybe you can present your institution. Yeah, I'm sorry to be late. I want to introduce about my institution. Ethiopian Heritage Authority is a governmental institution which is one of the top and the largest, which is established for the purpose and the objective of the following that I want to mention now. Donc l'autorité du patrimoine éthiopien, c'est une institution gouvernementale qui a un certain nombre de missions dont il va nous parler maintenant. Some of the Ethiopian Heritage Authority has the following objectives and responsibilities. The first one has responsibility to scientific registration and documentation, as well as supervision of cultural heritage. Ok, donc la première de ces missions, c'est une mission de documentation et d'accompagnement de la recherche sur les objets du patrimoine éthiopien. And has the responsibility to explore, discover, and study of cultural heritages with collaboration with the international and national researchers, just like Dr. Jordan. Et donc c'est une institution qui a pour mission, pour responsabilité également, d'accompagner les équipes internationales de recherche sur le terrain et dans l'ensemble de leurs travaux, et donc qui développe beaucoup de collaborations à l'étranger, comme par exemple la collaboration que nous avons. And has a responsibility to protect cultural heritage from any man-made and natural disaster. Et cette institution a également pour vocation à protéger le patrimoine de tous les problèmes qui peuvent survenir, qu'ils soient causés par l'homme ou par des conséquences naturelles. The last but not the least has the responsibility to control illicit trafficking and looting of cultural heritage. Et bien évidemment, la dernière de ces missions, mais qui n'est pas la moindre, est celle du contrôle de tous les actes illicites concernant le patrimoine, le trafic, le pillage, etc. This is some of the objectives of Ethiopian Cultural Heritage Authority. We have a lot of duties and responsibilities, but now. Bien. Donc voilà, ça fait partie de l'ensemble de ces missions, mais on va maintenant passer à la suite du programme, et donc nous allons suivre Adminia. Now, it is a time to get inside a place where hominin fossils like Lucy, Salam, Ardi, and some other fossils has been kept here. So I would like to invite everyone, the people of France, to follow us and to see the fossil of Lucy and some others. Donc, qui va nous guider là dans les salles qui conservent tous ces fossiles particulièrement célèbres qui ont été découverts en Éthiopie.
Lucie bien évidemment, mais également Arbi, Salam, etc. Nous n'allons pas tous les voir, mais nous allons en rencontrer quelques-uns. Let's We get follow started. Let's get started. Donc, comme vous pouvez le voir, l'endroit est très sécurisé. This is what I explained before, a place where several hominins are permanently kept. Now I will open and I will show you. Donc voici une des salles qui préserve les collections de paléanthropologie, d'hominidés éthiopiennes. Donc il va nous introduire dans ce lieu. So now welcome to the room of hominin, especially Lucy. This is a safe case where permanently Lucy kept inside. Now I will open and I will bring it to the table and Dr. Jarno will explain. Donc voilà, Adunia nous dit que c'est dans ce coffre que Lucie est conservée de manière permanente. Et donc il va la sortir et on va pouvoir présenter ce fossile. So now Dr. Jarno will take the turn and explain about the famous Lucy fossils. Thank you, Adunia. Donc voici le squelette original de Lucie, AL288-1. Donc ce squelette a été découvert, comme vous le savez, le 24 novembre 1974 dans le cadre de l'International Afar Research Expedition, qui était piloté par Maurice Tayeb et secondé par Donald Johansson et Yves Coppens, mais bien évidemment avec la participation de Raymond Bonnefille, qui a été instrumental dans la création de cette équipe. Elle a joué un rôle vraiment important pour ça, et d'autres personnes. Donc, voici ce fossile donc dans 4 portoirs différents. Pardon. Donc, vous avez ici des fragments du crâne. Le crâne n'est malheureusement pas complet, mais on en a des portions importantes qui ont permis d'ailleurs
de reconstituer un volume cérébral qui est de petite taille, assez proche de celui des chimpanzés. Vous avez la mâchoire inférieure ou mandibule avec une partie des dents sur le côté droit ici. Vous pouvez constater qu'il y a la troisième molaire inférieure qui est en place, c'est la dent de sagesse. Donc Lucie était bien un spécimen adulte. Cette mâchoire est assez volumineuse, assez importante et assez prognate. Donc on peut se représenter déjà la face de Lucie avec ces mâchoires prognates associées à un crâne de petite taille. Et puis vous avez ici les os des membres supérieurs, donc humérus, ulna, radius. Ulna ici de l'autre côté, humérus également, fragment de radius. Assez peu d'éléments malheureusement préservés de la main de Lucie, puisqu'on a ici une phalange, ici un carpien. On a pas mal de choses au niveau de la colonne vertébrale. Vous avez ici les vertèbres et les côtes. Et puis ensuite, quand on arrive à la partie inférieure, vous avez un bassin qui est remarquablement bien préservé, même s'il est en plusieurs morceaux. Il manque la partie droite. Vous avez un fémur ici, un tibia, un fragment de fibula, de péroné, l'astragale, et puis quelques éléments du pied, là aussi assez peu conservés. Donc voilà, si on revient sur les différentes parties que je viens de vous présenter et sur ce qu'elles nous ont donné comme information il y a 50 ans, il faut peut-être redonner un petit peu de contexte. À l'époque, on avait très peu de fossiles plus anciens que 3 millions d'années. Il y a quelques éléments qui étaient connus mais qui n'étaient pas attribués. Et donc, on avait des australopithèques en Afrique du Sud qui étaient assez mal datés. Et on avait des représentants du genre Homo, finalement, qui étaient relativement anciens, à Olduvai, aux alentours d'1,8 million, et potentiellement, avec les premières découvertes faites à Kobifora, des spécimens relativement anciens qui laissaient penser à un certain nombre de chercheurs que Homo, finalement, pouvait avoir une grande ancienneté et que les australopithèques, notamment les australopithèques robustes d'Afrique orientale, n'étaient qu'une branche morte qui n'était pas directement impliquée dans nos ancêtres. Avec la découverte de Australopithecus afarensis, et en particulier de ce spécimen, qui est un squelette qui est remarquablement bien préservé pour cette période aussi ancienne. À l'époque, on ne connaissait pas de squelette de cette ancienneté. Pour trouver les premiers aussi bien préservés, je pense qu'il fallait aller peut-être du côté des Néandertaliens, donc beaucoup plus récents. Et donc, on avait là des éléments qui présentaient à la fois un crâne extrêmement peu développé par rapport au genre Homo, des mâchoires encore fortes, avec des dents qui sont vraiment développées, avec un émail très épais, et puis associés avec des éléments qui traduisent très clairement une bipédie. Un bassin qui est très humain, hein, qui a un aspect vraiment assez proche de celui d'Homo sapiens, et puis des os des membres inférieurs qui correspondent très bien à un individu qui était bien bipède. Par ailleurs, on a des éléments des os des membres qui montrent, au moins pour certains chercheurs, encore une aptitude au grimper assez importante. Donc on avait une forme de locomotion mosaïque avec une bipédie habituelle sur Terre et une bonne capacité au grimper préservée. Et ça, cette découverte, à plus de 3 millions d'années, a quand même rebattu les cartes à l'époque, puisqu'il était clair qu'on avait là quelque chose qui pouvait tout à fait être un ancêtre commun de l'ensemble des hominidés plus récents et qui offrait tous les caractères qui permettaient de se replacer, de replacer ces hominidés plus récents dans la filiation de cette espèce. Donc Lucie et Australopithecus afarensis en général était la seule espèce bien documentée à cette époque. Depuis, il y a eu beaucoup d'autres choses découvertes et on sait qu'il y a eu
plusieurs espèces contemporaines d'Australopithèques. On n'écarte pas nécessairement complètement, enfin tout le monde n'écarte pas nécessairement Australopithecus afarensis du pool dont a émergé Homo, mais par contre, d'autres espèces peuvent être de bonnes candidates pour l'émergence de notre genre. Donc je voulais aussi vous montrer quelques autres spécimens d'Australopithecus afarensis pour vous montrer un peu la diversité au sein de cette espèce, la diversité morphologique. Et ici, nous avons un crâne partiel. Alors on reconnaît ici le palais. Donc ce fossile s'appelle AL444-2, des fragments de la boîte crânienne, et puis ici une mandibule partielle, la partie droite, que je vais prendre et que je vais mettre à côté de celle de Lucie, de manière à ce que vous puissiez constater la différence. Donc là, j'ai à peu près aligné les troisièmes molaires inférieurs, et vous voyez la robustesse et la longueur de cette mandibule, la taille générale. Là, nous avons affaire à un mâle, et ici, nous avons affaire à une femelle. Et au sein des femelles d'Australopithecus afarensis, il faut dire que Lucie est particulièrement gracieux. Mais ces deux spécimens illustrent bien la variabilité extrêmement importante de cette espèce, qui est relativement mieux connue que beaucoup d'autres espèces d'hominidés, puisqu'on compte à l'heure actuelle près de 500 spécimens collectés à Hadar, le site de Lucie, mais également dans d'autres localités. Nous avons ici aussi un certain nombre d'autres spécimens crânio-dentaires, avec par exemple ce palais qui est en 2 fragments, mais qui est complet, voilà, AL200, qui a été découvert juste un petit peu plus d'un mois avant Lucie, par un collègue éthiopien, Alemayehu Asfaw, qui est quelqu'un qui a passé toute sa carrière à chercher des fossiles, qui a aujourd'hui pas très loin de 80 ans, et qui était encore avec nous sur le terrain l'été dernier. Et puis voilà, ici nous avons quelques éléments post-crâniens, et notamment ce genou. Alors je vais le sortir, L129, qui est un spécimen qui a été découvert l'année avant la découverte de Lucie, donc en 1973, et qui montre indéniablement une aptitude à la bipédie, puisqu'on a un angle qui est formé ici entre le tibia et le fémur. L'orientation n'est pas la même. Si vous aviez affaire à un individu quadrupède, on devrait avoir un alignement entre les diaphyses des 2 os, et là, ce n'est pas du tout le cas. Donc voilà, c'est un fossile aussi qui est assez célèbre. Alors, je ne sais pas s'il y a la possibilité pour l'audience de poser quelques questions sur ces spécimens. Sandrine, peut-être, tu peux relayer des questions, si c'est possible. Oui, après, ça dépend si vous voulez descendre dans les collections ou pas. C'est toi qui nous dis si on a le temps pour 1 ou 2 questions. Sinon, on peut descendre directement dans les collections en bas. Peut-être descendre dans les collections, et puis si on a un peu de temps à la fin, on pourra prendre quelques questions. Et si éventuellement, parce que quand vous prenez l'ascenseur, je pourrais récolter les questions pour vous les poser. Ok, tout à fait. Donc on va maintenant descendre tout à fait au sous-sol, 5 étages sous cette pièce où nous sommes, et on va vous présenter tout ce qui accompagnait Lucie. Alors ça va peut-être couper parce qu'on est obligé de prendre l'ascenseur. Donc, mais Sandrine, je te passe le relais jusqu'à ce qu'on se récupère dans 4 petites minutes. Parfait. Voilà, à tout de suite. À tout de suite, Jean-Renaud. Merci beaucoup. Donc je pourrais prendre aussi les questions et après les relayer. Autrement, juste un mot pour vous dire sur donc chaque salle, en fin de compte. Donc là, vous avez la salle spéciale pour Hadar, pour tous les fossiles de Hadar, et après il y a différentes salles, et donc en fonction des équipes, vous avez une autre salle qui va être consacrée à la vallée de l'Omo, par exemple, ou d'autres salles dans d'autres régions d'Éthiopie, ou à Ransomilé ou Dikika, par exemple. Et donc les chercheurs, quand ils vont faire des découvertes, au départ, ils vont être mis dans des coffres spéciaux où seuls les chercheurs, pour qu'ils aient le temps de faire leurs études, vont pouvoir y avoir accès. Et une fois qu'il y a la publication qui est faite,
tous ces fossiles deviennent accessibles à l'ensemble de la communauté. Et donc, pour y avoir accès, en fait, il faut faire une demande auprès de National Authority, Ethiopian Heritage Authority, naturellement sur des questionnements scientifiques, etc. Et donc, après, c'est évalué et on a accès facilement aux fossiles. Donc, par exemple, j'y étais il y a 15 jours pour étudier tout ce matériel. Donc là, ils vont descendre dans l'ascenseur, donc dans les salles de réserve. Donc également à cet étage, il y a tout l'atelier de moulage qui permet de mouler soit les spécimens qui sont découverts au moment des fouilles ou également éventuellement de vendre les moulages, puisque dans les musées, vous ne verrez pas les originaux. Ce ne sont que les moulages qui sont présentés, puisque comme vous l'avez vu, les fossiles originaux restent dans leur pays d'origine. Donc voilà, il y a une petite coupure parce qu'il y a 5 étages à descendre. Et donc là, on va aller dans les réserves de paléontologie et d'archéologie. Mais Jean-Renaud va surtout vous présenter donc, les réserves de paléontologie. Donc là, au fond, je te redonne la parole si tu veux, Jean-Renaud. Si vous m'entendez, ouais, c'est bon. C'est parfait. C'est parfait, ok, super. Donc, avant de rentrer dans ces réserves de paléontologie, on va d'abord découvrir ce lieu qui est une salle extrêmement importante dans le bâtiment ici, qui est la salle de préparation des fossiles. Et nous allons rencontrer ce jeune homme qui travaille ici. So please, David, we are on stage right now. So maybe you can present yourself and explain what you're doing. Okay, it's good to have time to explain. My name is David Sekou. I work in the preparation room, preparing fossil from different fields, just that from Homo, the German. This is a preparation room, which all the fossils came from different projects. First, this is the place that we bring them. Then we have some temporary places that we put. Then if you can close that. I will translate what you already explained. Donc voilà, il s'appelle David Seifou, il est préparateur ici dans cette pièce qui réceptionne en fait tous les fossiles à leur arrivée depuis le terrain, comme par exemple les missions que nous conduisons dans le monde. Donc voilà, dans cette étagère, nous avons un certain nombre de spécimens qui viennent de là-bas. Alors c'est un endroit évidemment qui est un peu poussiéreux parce qu'il y a un travail qui est assez poussiéreux, qui est réalisé. Et donc, il voulait nous montrer en particulier ce spécimen sur lequel il travaille actuellement. Ouais. Okay. It's one of the specimens that you're working on. As you can see, this is elephant. You can see the mandible and everything. But as you can see too, this is sediments. When we excavate, when it comes from the field, there is this kind of, sometimes it's light soil, sometimes it's hard concretion, kind of sediments stick to it. So in this case, we have this kind of tools that we call air scribe, which can have air and vibration with it. So you can open and there is air vibration. You can easily and very carefully take out the sediments so you can see the tools and the bone structure well. So people can see it well and study it and measure, take photo. Donc voilà, ça c'est un spécimen qui est en cours de préparation. Donc vous pouvez reconnaître la mandibule d'un éléphant. Vous voyez, ça, une dent à chaque fois. Et donc vous voyez également du sédiment. Donc ce sédiment qui est assez concrétionné dans ce cas-là, qui est assez dur. Eh bien, il y a plusieurs manières de dégager ce sédiment, mais il travaille notamment avec des marteaux à air comprimé qui permettent d'enlever vraiment particules de sable par particules de sable et de révéler la morphologie de ces dents et de la structure de l'os pour ensuite l'étudier, le mesurer, le photographier et reconstruire la biologie de ces animaux et les environnements. Voilà. Thank you so much, David. Okay. You want to add something? Okay. No? I think it's Okay. enough question. Perfect. Thank you so much. Jean-Renaud, excuse-moi, juste un petit élément, ça va couper dans 10 minutes. Oui, pas de souci. On en a juste pour 5 minutes à finir. Ouais.
Jean-Renaud, est-ce que tu nous entends? Oui, là, moi, je Parfait. vous entends, c'est bon? Oui, ça a coupé, mais c'est Oui. parfait. Ok, ouais, parce qu'on a été obligé de changer de base, mais il n'y a pas de souci. Ok. Donc ici, nous sommes dans la salle des collections de paléontologie générale. C'est-à-dire que là, vous avez la totalité de la faune, à l'exception des hominidés qui sont dans les coffres que vous avez pu voir tout à l'heure. Et donc là, on va faire juste un petit tour rapide pour que vous puissiez vous rendre compte de l'étendue de cette salle. Donc voilà, c'est par là que sont préservés tous les fossiles de la phare. Peut-être Margot, tu peux venir par là, on aura une meilleure vue. Donc vous voyez l'ensemble de ces cabinets en bois. Dans tous ces tiroirs, il y a des spécimens qui sont préservés. Et au fond, tout à fait au fond, nous avons les collections de Hadar. Nous n'irons pas là-bas parce qu'il n'y a pas de réseau. On va vous montrer quelques spécimens que nous avons pu sortir à l'avance. Donc voici ici quelques exemples de fossiles qui ont été découverts à Hadar depuis 1972. Et il faut savoir que les fouilles ont encore continué pendant longtemps sur cette localité qui a toujours beaucoup de choses à délivrer. Vous avez ici un fossile assez exceptionnel qui parle bien de la qualité de la préservation des restes à Hadar, puisqu'il s'agit d'une pompe de crocodile, un crocodilien dont on ne connaît pas l'identité exactement, mais voilà, on a la préservation vraiment des œufs tels qu'ils ont été déposés par ce crocodile. Nous avons ici une molaire d'un éléphant, un éléphantidé du genre Elephas, Elephas reiki, voilà, qui était une des espèces dominantes à Hadar, mais il faut savoir qu'il y avait de nombreuses espèces d'éléphants présentes sur ce site. Et ce qui est assez intéressant parce qu'aujourd'hui, on ne retrouve en Afrique qu'une seule espèce d'éléphant à un endroit donné, et ça traduit d'une organisation des écosystèmes qui était différente de celle d'aujourd'hui, puisque on ne sait pas encore exactement comment toutes ces espèces d'éléphants, il pouvait y en avoir 5 ou 6, interagissaient dans un seul endroit donné. Vous avez ici un crâne d'une antilope alcélafine, partiellement préservée. Voilà, on reconnaît les dents, les chevilles osseuses. Les bovidés constituent une grande partie de la faune découverte à Hadar et sont très intéressants en matière de reconstruction des paléoenvironnements. Vous avez ici un autre spécimen exceptionnel puisqu'il s'agit de l'œuf d'un oiseau. Alors je ne sais pas lequel, mais qui est partiellement préservé. Et ça, c'est extrêmement rare. C'est vraiment pour vous dire à quel point la fossilisation à Hadar est exceptionnelle. Vous avez ici le crâne d'un singe, d'un cercopithècidé, voilà, très âgé, avec des dents très, très usées. Donc, il y avait sur le site de Hadar une présence d'arbres relativement importante. En fait, on a dans ces milieux un profil de végétation qui ressemble plus à ce qu'on connaît aujourd'hui à une beaucoup plus grande altitude et donc avec plus d'humidité et des températures inférieures à ce qu'on observe aujourd'hui dans la dépression du Rift. Vous avez ici un très beau spécimen d'un suidé, c'est-à-dire un cochon. Alors c'est une forme qui a totalement disparu, Notocherus, qui est bien reconnaissable par ses très grandes canines et ses troisièmes molaires hein, qui sont très très imposantes, qui montrent un animal plutôt consommateur d'herbe. Et vous avez ici à côté une autre forme qui est un Nyanzaker, un autre suidé également éteint, avec des dents plus primitives, plus bunodontes, peut-être un régime un petit peu plus omnivore. Vous avez ici un fossile extrêmement important puisque c'est l'holotype d'une espèce d'hippopotame, et on avait une espèce seulement d'hippopotame à Hadar qui était très très répandue, très abondante, et qui donc témoigne de l'ampleur des milieux aquatiques. Et vous avez là le crâne d'un grand félin à dents de sabre. Alors la canine est cassée, mais on reconnaît très bien la carnassière ici, et ça vous illustre le type de prédateurs qu'on pouvait retrouver sur ce site de Hadar, des prédateurs de vraiment grande taille
qui s'attaquaient plutôt à la mégafaune. Donc voilà cette présentation de ces fossiles. Bien sûr, ce n'est pas exhaustif. Il y a beaucoup d'autres espèces connues et décrites à Hadar, mais ça vous donne un avant-goût de la richesse de ce site paléontologique et de la biodiversité qu'on a pu reconstituer de cette période du Pliocène terminal. Donc voilà, s'il y a quelques questions, Sandrine, peut-être, s'il y a le temps, on peut prendre quelques questions. On peut prendre une ou deux questions, le temps que Raymond et Amélie viennent sur place, mais pas plus, parce qu'on a pris déjà un tout petit peu de retard. Donc, je ne sais pas s'il y a une ou deux questions dans la salle. Est-ce qu'on peut avoir une idée des échanges Est-ce qu'on peut avoir une idée des échanges qui pourraient avoir lieu à l'intérieur d'un groupe d'Australopithèques? Vaguement, hein, je sais pas si non, c'est extrêmement compliqué. Alors là, je pense qu'il vaut mieux se tourner du côté des préhistoriens pour avoir une réponse à cette question, mais comme il n'y a pas vraiment de matériel archéologique associé à Australopithecus afarensis, même si on sait qu'il y a des outils qui sont contemporains à 3,3 millions d'années dans la dépression du Turkana, c'est extrêmement dur de répondre à une telle question parce qu'il faudrait avoir des témoins matériels de ces échanges. Donc, non, à l'heure actuelle, je pense qu'on ne peut pas répondre malheureusement. Tout à l'heure, vous avez fait allusion, enfin il y a un instant, vous avez fait allusion aux conditions climatiques. Vous avez parlé d'humidité, vous avez parlé de végétalisation. Comment explique-t-on qu'il y a autant de fossiles dans cette région d'Hadar? Et comme on est dans les changements climatiques ou les dérèglements climatiques, quel que soit le terme qu'on utilise, à l'époque où vivaient ces animaux et ces êtres humains, quel était le climat? Et est-ce que ça joue justement sur la qualité de leur conservation? Alors, la qualité de la conservation est liée en partie au climat. Il faut avoir de l'eau pour pouvoir apporter des sédiments, pour pouvoir enfouir des carcasses assez rapidement. Ça, c'est important, même si certains climats extrêmement arides peuvent momifier des fossiles. Mais pour une préservation de longue durée, il fallait de l'eau. Et donc, il y avait de l'eau de manière indubitable, très abondante. Raymond Bonnefille vous parlera des moins végétaux, de marécages et de choses comme ça. Donc, elle pourra vous décrire ça en détail. L'autre composante importante, c'est que nous sommes dans une région géologiquement active, avec une subsidence, c'est-à-dire un enfoncement progressif du fond de la vallée de la Far. Et dans cette vallée, se sont déposés des sédiments grâce aux cours d'eau et aux lacs, et en plus mêlés avec des cendres volcaniques très riches en certains minéraux qui ont clairement favorisé la préservation des fossiles. Il faut savoir qu'à l'époque de Lucie, il y avait vers l'ouest toute une région extrêmement active du point de vue volcanique qui a pu contribuer énormément au dépôt de ces cendres et à l'enrichissement des sédiments en éléments favorables à cette préservation. Donc c'est une combinaison à la fois du climat et de la géologie qui a permis cette excellente préservation de ces témoins. Merci beaucoup Jean-Renaud. Donc on va devoir arrêter pour les questions. Et autrement, pour la géologie, il va y avoir la conférence de Raphaël Pic cet après-midi et pour l'environnement d'Antoine Souron en fin de journée. Donc maintenant, merci beaucoup. Oui, je pense qu'on peut vous applaudir et dire au revoir en effet. Merci à tous les trois. Voilà. Et je pense qu'on peut les applaudir. Je pense qu'ils doivent entendre de l'autre côté.